Printemps 2014. Je décide de partir en Guinée pour présenter mes enfants à leur grand-mère. Maman me dit « Ne viens pas, il y a une maladie mystérieuse qui est en train de s'installer ici. » Bon. Été 2014, je me décide d'y aller. Je dis « Tant pis. » On y va. C'est au retour que ça se complique. Vol annulé ou plein, frontières fermées. Donc nous voilà embarqués sur des petites routes, dans des taxis-brousses, pour rejoindre Dakar. Début septembre, nous voilà à Paris. Soulagés, de retour chez nous, et ravis de ces vacances passées en famille malgré tout. Mais rapidement, pic de fièvre nocturne de ma petite fille, diarrhée, vomissement. Bon, nous nous apprêtons à l'amener aux urgences. Voilà qu'elle me convulse dans les bras. Les pompiers entrent en scène, appellent à la cellule d'experts Ebola, la cellule de crise INVS, pour statuer sur notre cas. Heureusement, ce n'est qu'un palu. Bien carabiné, certes, mais un palu. Dans les échanges avec le pédiatre qui soigne ma fille à Robert Debré, il apprend que je suis psychologue, que je reviens de Guinée, et moi je découvre qu'il est correspondant Ebola de son établissement. Là, il me dit, mais ton expérience serait très utile à la riposte. Tu connais la réserve sanitaire ? Ah non, pas du tout. Le 17 octobre 2014, me voilà réserviste, mobilisée pour l'ouverture du CTE de Macenta. Donc, en quelques jours, je passe de cas suspect, finalement Ebola, à soignant Ebola en charge de contribuer à l'ouverture d'un centre de traitement Ebola en Guinée forestière. Donc, début novembre 2014, nous voilà à Macenta avec les équipes de la Croix-Rouge française et de Médecins sans frontières pour œuvrer à l'ouverture de ce centre. Nous serons rapidement rejoints par les équipes Pasteur. Alors, ce que je voudrais, c'est vous inviter au cœur de mon activité au CTE de Macenta, avec l'appui d'une simple esquisse de quelques vignettes cliniques. En premier lieu, je vous invite à rencontrer Hawa. Donc Hawa, c'est cette adolescente qui inspire à toute l'équipe de soignants de la joie et de l'espoir. C'est notre première convalescente. Mais Hawa a un visage emprisonné dans un masque de tristesse. Elle a une bonne raison. Sa maman est mal en point, en zone d'isolement. Une après-midi, je décide qu'il faut essayer de fendre ce masque de tristesse sur le visage de cette adolescente, puisque finalement, seuls quelques sourires forcés arrivaient à le fissurer à l'occasion des demandes de prise de photos de l'équipe de soignants. Donc, une fin d'après-midi, je prends une chaise et je m'installe derrière le filet avec un infirmier interprète pour l'occasion. Je demande à Hawa de venir s'asseoir en face, de l'autre côté du filet, pour que nous ayons une petite conversation. Rapidement, sa maman, qui est alitée, l'appelle. Elle va voir, et puis elles reviennent toutes les deux. Donc, Hawa laisse sa chaise à sa maman, et se met debout à côté d'elle. Et nous commençons à discuter, notamment des relations mère-fille.
des dames qui se trouvaient à proximité d'elle se mêlent à la conversation. Et progressivement, les sourires timides laissent assez vite place à des éclats de rire assez francs. Et une conversation s'instaure autour de la relation mère-fille où chacun fait fi de son expérience. Cette conversation est interrompue à l'occasion d'un désaccord de point de vue entre Hawa et sa maman. Hawa demandant à sa maman qu'elle lui fasse beaucoup de petits frères et sœurs, et sa maman n'étant pas tout à fait d'accord. Alors, elle décide de se lever en disant « Oh, je vous laisse à vos histoires, je rentre ». Et prenant appui sur une dame qui se trouvait à proximité, qui la raccompagne jusqu'à son lit. Finalement, à l'occasion de cette conversation, le petit filet orange, les 2 mètres de séparation entre les zones high et low risk, ainsi que ce masque Mossad qui emprisonnait le visage de Hawa, se sont progressivement estompés pour nous réunir au sein d'une conversation ordinaire, au sein d'une concession, quelque part en Afrique. Maintenant, je vous invite à la rencontre du père de Chaka. Chaka, ça a été aussi une figure pour nous à Macenta, au CTE de Macenta. Donc là, il est 22h30, je suis à la base vie, et mon téléphone sonne. C'est mon collègue qui m'appelle en me disant « Écoute, Mariama, le père de Chaka est ici, il est furieux, on n'arrive pas à le calmer. » Je dis « Bon, d'accord, j'arrive. Faites-le patienter. » Donc, arrivé au CTE, je passe par l'attente médicale, prendre connaissance de la situation de Chaka et demander à ma collègue médecin de nuit, Annie, de bien vouloir m'accompagner. On va à l'attente psy, entre guillemets. On trouve effectivement un papa dont le visage est bouffi de colère, très énervé. Donc, je lui dis calmement, mais assez fermement tout de même, qu'on pouvait parler de tout, que toutes ces questions étaient légitimes, mais à la seule condition que ça puisse se passer dans le calme. Donc, je lui présente Annie, qui lui fait un état des lieux de la situation de son fils, qui lui disent que les décisions prises par le staff concernant sa prise en charge, et puis nous lui donnons la parole pour qu'il puisse exprimer les questions qui le rongent. Alors, il commence par s'insurger d'abord sur le fait que depuis son hospitalisation, son fils n'a reçu aucun traitement. Ensuite, sur la qualité de la nourriture dont se plaint son fils, alors même que l'équipe soignante n'arrête pas de lui dire qu'il faut manger, s'alimenter. À l'issue, finalement, de l'exposé de ces différentes questions et des réponses que nous lui avons apportées, une alliance est créée avec une répartition des rôles. À lui et à la famille de s'organiser pour apporter les repas à chacun, de façon à ce qu'il puisse avoir à disposition des menus qui lui conviennent, avec l'accord bien sûr de l'équipe médicale. À l'équipe médicale d'apprécier en fait l'évolution du traitement dont il peut bénéficier en fonction de son état. Et puis à nous, cellules psy, de les accueillir et de s'assurer que toutes les questions qu'ils se posent trouveront des réponses. Chacun décède à la surprise, y compris de l'équipe médicale, tellement c'est allé vite. Alors, cette alliance qu'on avait finalement tissée avec le père n'en a pas été brisée pour autant.
il y a eu un transfert d'interlocuteurs, c'est-à-dire que le papa de chacun a passé le relais à un de ses parents, et désormais, suite à la thérapie, finalement, c'est l'organisation des obsèques qui devenait notre objet de travail commun. Des obsèques dignes, de façon à ce qu'un deuil puisse être possible. Et après avoir enterré son fils dans la force de l'âge, le lendemain de l'enterrement, le père de chacun est venu, il a tenu à venir me voir pour me remercier pour tout ce que nous avions fait pour son fils. Bon, il est temps de rencontrer Émilie. Émilie est une infirmière. Donc c'est la nuit au CTE. J'ai dit au revoir à l'équipe de nuit et je m'apprête à rentrer à la base vie. Entre l'attente médicale et le vestiaire, je rencontre Émilie au niveau de la tente d'habillage où on porte la PPE avant de rentrer en zone d'isolement. Elle m'interpelle, m'apprend qu'avec un médecin et une sage-femme, ils viennent de procéder à un accouchement en zone suspect probable. Que le bébé est mort-né. Et que faut-il faire avec la maman, me demande-t-elle. Bon, peut-être discuter avec elle du fait que l'accouchement s'est bien passé, mais malheureusement, le bébé est mort-né. Ce qu'elle sait sans doute, puisque ce n'est pas son premier enfant. Souhaite-t-elle prendre le corps de son bébé dans ses bras, passer un moment avec lui, et finalement lui présenter les condoléances. Psychologue au CTE de Macenta, finalement, ce que j'en retire, c'est que ça a été, bien sûr, de m'insérer dans une équipe de soignants, dans la prise en charge des patients, le soutien aux familles, mais ça a été aussi pouvoir épauler une collègue à un moment donné, parce que face à une situation dont la charge émotionnelle est forte, pouvoir prendre le relais dans l'indication des opérations à réaliser, ça peut être un moyen, finalement, de permettre un étayage via le collectif pour cette charge émotionnelle forte, de façon à ce qu'elle ne dégénère pas en traumatisme. Alors, plus largement, nous, psychologues, que pouvons-nous apporter? Quel est notre rôle dans la lutte, finalement, face à ces pathologies émergentes? Ces pathologies qui transforment, finalement, les personnes qui en sont atteintes en bombes bactériologiques hautement contagieuses, suscitant l'effroi et du coup l'isolement, la mise à distance de ces personnes. C'est une mise à distance qui parfois peut conduire à les exclure de la communauté des hommes. Peut-être qu'à côté de tous les spécialistes médicaux, les soignants, les logisticiens, les hygiénistes, les familles, qui sont des partenaires très importants, on peut peut-être apporter le seul traitement qui est déjà disponible, si je puis dire, c'est celui qui permet de ramener ces patients au sein de la communauté des hommes. Et c'est ce que je perçois dans cet échange avec cette dame aux yeux rougis. Elle doit avoir l'âge de ma mère.
Elle me regarde droit dans les yeux, avec une intensité qui me fige presque, me contraignant à la regarder moi-même, et elle me dit tu sais, toi et moi, on est pareils. Moi aussi, je sortirai d'ici. Tu verras. On sortira ensemble. Et comme un adage, eh bien, j'apprendrai qu'elle sortira du CTE convalescente le jour où je quitterai Macenta pour Conakry, sur le chemin du retour à Paris. Je vous remercie.